Un hélicoptère s'est écrasé sur un magasin dans la commune de Port-Bouët. 4 personnes ont été blessées dans cet accident. Les élèves de San Pedro s'engagent pour le civisme dans la discipline après les perturbations des cours dans plusieurs établissements. Et puis le 14 décembre 1990, l'ONU adopte la résolution sur le droit d'ingérence humanitaire sur proposition de la France. Nous reviendrons là-dessus dans l'éphéméride. Madame, Monsieur, bonsoir. Un hélicoptère s'est écrasé aujourd'hui même dans la commune de Port-Bouët, peu après son décollage de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, alors qu'il effectuait un vol d'essai technique. 4 personnes sont blessées, les 2 occupants et 2 autres personnes parmi les habitants du quartier. Après les perturbations des cours dans certains établissements ces derniers jours à San Pedro, les élèves de la ville portuaire reviennent à de meilleurs sentiments et s'engagent pour le civisme dans la discipline. Ils l'ont dit à l'émissaire de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en présence des acteurs du système éducatif de la région. Sam Konan, Dangui. Suite aux perturbations causées par des élèves qui demandaient à aller en congé avant la date officielle, la ministre Kandia Camara est montée au créneau en invitant les uns et les autres à la responsabilité. Des missions sont même dépêchées dans les grandes villes du pays. À San Pedro, Mamadou Barro, qui conduit la délégation, a rencontré les acteurs du système éducatif de la région. L'éducation de nos enfants est une chose trop sérieuse pour que les parents la cesse aux seules mains des enseignants ou des techniciens de l'école. Que les parents reprennent effectivement leur place dans le suivi de leurs enfants. Qu'ils créent effectivement ce contact-là et qu'ils le maintiennent avec les chefs d'établissement, les professeurs principaux, les éducateurs, les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire. Qu'ils échangent avec eux, qu'ils suivent la réalité de ce qui se passe sur l'espace scolaire. Corps préfectoral, chef d'établissement, chef traditionnel, guides religieux, parents d'élèves et élèves ont pris l'engagement d'œuvrer à la bonne marche de l'école dans la région de San Pedro. Nous avons compris le message passé par le DR. Nous allons sensibiliser nos amis, sensibiliser nos camarades. Il faut mieux qu'on reprenne les cours pour que, à la fin de l'année scolaire, on puisse obtenir un taux de niveau, un taux de réussite plus élevé que les années précédentes. Plusieurs préoccupations, notamment la sécurité des élèves, ont été évoquées au cours de cette rencontre de vérité. La communauté Nzima Kotoko de la commune de Port-Bouët a un nouveau chef. Son intronisation suscite beaucoup d'espoir au sein des 3000 membres de cette communauté. Il y a trop bien de moi. Il y a trop de stade, il y a trop. Il y a trop bien de moi. Il y a trop d'animaux. Voici le nouveau chef de la communauté Nzima Kotoko de la commune de Port-Bouët. Chants et danses ont marqué son intronisation qui suscite beaucoup d'espoir chez les membres de sa communauté. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans qui ne font rien. Comme moi, comme ça, je suis là. Ça ne va pas, je ne fais rien. Donc là, on peut dire pour qu'ils pensent à nous aussi dans la vie. On veut qu'il fasse beaucoup de choses. C'est qu'il est sûr quand on a un problème, si on arrive à l'expliquer, il puisse nous situer comme on doit faire ceci, cela. Il est vrai que nous avons adopté la modernité. Mais il est toutefois essentiel de garder les pieds dans la tradition, où on retrouve même l'essentiel, j'ai failli dire, de notre existence. Remarquez que les peuples dans le monde entier qui réussissent bien, c'est les peuples qui gardent leurs pieds dans la tradition. Aussitôt intronisé, Nana Kakunda Patrick, le nouveau chef de la communauté Nzima Kotoko de la commune de Port-Bouët, a dévoilé ses priorités. Ma priorité actuellement, c'est de rassembler tous les Nzima Kotoko de Port-Bouët. Nous avons 7 familles à Port-Bouët. Il faut rassembler tous ceux qui sont, disons, chefs de famille. Et puis le travail va aller de l'avant. La communauté Nzima Kotoko de la commune de Port-Bouët compte 7 grands groupes avec plus de 3000 membres.
Sachez que l'ONU et le gouvernement tanzanien ont rendu hommage aux soldats tués lors d'une attaque en République démocratique du Congo. Ils ont été inhumés aujourd'hui à Dar es Salaam en Tanzanie. La Tanzanie qui a demandé l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat de ces militaires. Des présumés rebelles ougandais de l'ADF sont pointés du doigt. Et puis en Somalie, au moins 18 policiers ont été tués dans un attentat suicide perpétré ce matin même dans une école de police à Mogadiscio. 15 autres ont été blessés après qu'un kamikaze se soit fait exploser à l'intérieur de l'école. Les islamistes Shebab ont revendiqué l'attaque. Le président burundais Pierre Nkurunziza a lancé la campagne du référendum portant sur une réforme de la Constitution qui rendra possible sa candidature à l'élection de 2020 et lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Approuvant au Conseil des ministres, ce référendum populaire devrait abolir l'article sur la limitation des mandats présidentiels qui lui permettrait de briguer 2 autres mandats de 7 ans à compter de 2020. Au Brésil, quand trafiquants de drogue et policiers s'affrontent dans les favelas de Rio, personne n'est à l'abri des balles perdues qui font de plus en plus de victimes innocentes, y compris de nombreux enfants. Parmi elles, la Maria Eduarda, une collégienne de 13 ans tuée en mars dernier alors qu'elle était dans son école. C'était en avril dernier à Rio, les funérailles poignantes de Maria Eduarda. Quelques jours avant, cette collégienne de 13 ans était tuée par des balles perdues dans son école d'une banlieue pauvre de Rio. Elle rêvait d'être championne de basket. Les policiers ont tué ma petite fille. Ma fille était une athlète. Ma fille était une élève. Ce jour-là, des policiers tirent sur des trafiquants de l'autre côté de la rivière. Le collège de Maria Eduarda est juste en face. Chacun de ces cœurs représente un impact de balles. Les tirs venaient de là-bas. Il y en a eu plus de 60. Ils ont perforé un portail, la grille, et ont touché ma fille qui courait depuis le terrain de basket. Maria Eduarda s'entraînait ici avant d'être fauchée par des balles qui ne lui étaient pas destinées. J'ai vu ma fille à midi et le soir à 19h. Elle était là, à terre, touchée par 3 tirs de fusil. Je l'ai embrassée. Elle était encore toute chaude. Je l'ai embrassée, il y avait beaucoup de sang. Il y a eu 2 tirs dans sa tête. Maria Eduarda n'est pas un cas isolé. 10 enfants sont déjà morts cette année, à l'école, dans la rue ou même dans le ventre de leur mère. À chaque nouvelle petite victime, l'ONG Rio de Paz ajoute un panneau ici, dans ce quartier chic de la ville. Il n'existe pas de statistiques officielles, mais selon la presse, plus de 600 personnes auraient été touchées par des balles perdues à Rio sur les seuls 6 premiers mois de l'année. Près de 70 sont mortes. Devido à quantidade de armas e munição La quantité d'armes et de munitions présentes dans la région métropolitaine de Rio, le nombre d'opérations policières dans des zones très peuplées, le plus souvent à l'heure où les enfants vont à l'école, et la guerre des factions de la drogue, tout met en danger la vie des gens, en particulier des pauvres. Dans le cas de Maria Eduarda, les policiers ont été inculpés. Mais la plupart du temps, aucune justice n'est rendue. Parfois, il n'y a même pas d'enquête. Les centres de désintoxication classiques au Vietnam sont jugés inefficaces. Les toxicomanes peuvent y passer de longues années sans véritable traitement, hormis un sévrage brutal à travailler dans des ateliers. Les cliniques de jour pour les toxicomanes semblent marquer un vrai progrès, mais les mentalités peinent à évoluer dans ce pays habitué au traitement de la drogue par la manière forte. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. Enfermés, en manque, ces toxicomanes sont en sevrage dans l'un des centres de désintoxication obligatoires du Vietnam. Un système que les groupes de défense des droits de l'homme qualifient de prison déguisée, mais largement soutenu dans le pays, y compris par certains drogués. Avant, quand je ne prenais pas d'héroïne, je me sentais mal. Mes membres étaient très faibles. Mais après 2 semaines, je suis venu dans ce centre, j'ai été sevré et je me sens beaucoup mieux. Entre 2014 et 2016, plus de 65 000 toxicomanes sont passés par ces centres. Amenés par la police ou par leurs proches, les patients y travaillent dans des ateliers présentés comme thérapeutiques
Le Vietnam se distingue de pays voisins qui ont des systèmes similaires par la durée des cures. Certains drogués peuvent passer de longues années dans les centres. Cet ancien patient raconte y avoir été frappé par des gardes. Pour eux, on est des chiens. Ou même pire, parce que les gens aiment les chiens. On n'avait aucun droit. On n'avait même pas le droit de manger ou de parler. Le gouvernement a commencé à réformer les centres et d'autres alternatives ont été créées. Comme cette clinique de jour, où les dépendants à l'héroïne peuvent recevoir une dose quotidienne de méthadone. Un changement qui ne plaît pas à tout le monde. Le modèle de la cure de désintoxication obligatoire est destiné aux toxicomanes qui ont un casier judiciaire ou qui sont fortement dépendants aux drogues synthétiques et ont des problèmes mentaux. C'est très difficile de les gérer à l'extérieur du centre et il est peu probable qu'ils viennent de façon volontaire. Les centres de désintoxication classiques restent tout de même l'option principale pour un nombre croissant de toxicomanes au Vietnam. Mais les résultats restent limités. D'après les chiffres officiels, près de 80% des patients retombent dans la drogue une fois sortis. Le 14 décembre 1990, à New York, sur proposition de la France, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution sur le droit d'ingérence humanitaire, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir, de venir en aide aux populations en détresse en se passant de l'accord du pouvoir en place et en créant un couloir d'accès. Anzeli Kayoura et Thomas Gessambi reviennent sur la résolution 4500. De la chute de Napoléon Ier en 1815 à la Grande Guerre en 1914, les Occidentaux, forts de leur bonne conscience et de leur sentiment de supériorité, se coalisent plusieurs fois pour des raisons officiellement humanitaires. C'est ainsi qu'a lieu la bataille navale de Navarin pour secourir les Grecs. Certaines interventions sont plus nettement politiques. Trocadéro en Espagne, Sébastopol en Russie. Le droit d'ingérence humanitaire a émergé au XIXe siècle avant d'entrer dans le droit international et d'être officiellement légitimé le 14 décembre 1990. À New York, l'Assemblée générale des Nations unies vote à l'initiative de la France une résolution qui légitime le droit d'ingérence humanitaire. Autrement dit, la possibilité pour des États de secourir des populations menacées par leurs propres gouvernants avec l'accord des Nations unies et au besoin par les armes, la résolution 4500 légitime le droit d'ingérence humanitaire. Et c'est-à-dire la possibilité d'intervenir, de venir en aide aux populations en détresse en se passant de l'accord du pouvoir en place et en créant un couloir d'accès. Le temps de la souveraineté absolue et excessive est révolu, lancera avec emphase le secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali. Le philosophe Jean-François Revel théorise le devoir d'ingérence et l'idée portée par Kouchner et le professeur de droit Mario Bettati va être accentuée lors de la guerre de Biafra à la fin des années 60. Le conflit avait fait des dizaines de milliers de victimes directes, puis la famine avait fini de décimer la population. Cette épouvantable situation s'est perpétrée aux yeux de tous, mais sans que les pays occidentaux puissent intervenir. Du fait justement de la primauté du principe de non-ingérence. C'est après cette catastrophe humanitaire que les Fresh Doctors, dont l'ancien ministre français Bernard Kouchner, fondent Médecins sans frontières pour fournir à la fois une aide humanitaire et sensibiliser les institutions, sortant ainsi de la neutralité défendue par la Croix-Rouge. La résolution est adoptée ce 14 décembre 1990. Ce droit d'ingérence est fortement contesté par les tenants d'une occupation classique des relations internationales. La première grande intervention aura lieu pour porter assistance aux Kurdes d'Irak. La résolution est concomitante de la chute de l'URSS et de la fin de la guerre froide. Elle donne un deuxième souffle à l'OTAN. L'Alliance nord-atlantique, pilotée par les États-Unis, va se charger de nouvelles missions dans la lutte contre le terrorisme et les États voyous. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.